close your eyes. Bonjour et bonjour. Bienvenue dans Motors épisode 18. Cette semaine, cap sur le Tour Auto de la Réunion. Nous consacrerons notre débrief à cette 57e édition pour revenir sur les temps forts de l'épreuve, les performances qui ont marqué le week-end et les enseignements qu'elle nous laisse à travers différentes analyses. Pour prolonger cette immersion, 3 invités se succéderont au micro de Motors, Damien Dorseuil, Gilles Dijoux et Patrick Bellus, qui partageront leur regard sur le Tour Auto, tandis que Raphaël Payette, le motard, nous emmènera du côté du championnat de France. Super motard pour évoquer sa saison et son premier podium de l'année, glané le week-end passé. Enfin, nous terminerons comme chaque semaine avec le programme des rendez-vous à ne surtout pas manquer dans les jours qui viennent. Merci d'être avec nous. Installez-vous comme d'habitude confortablement. Motors épisode 18, c'est maintenant parti. Motors, les résultats. En Formule 1, Norris s'impose à Budapest et Antonelli consolide son leadership avant la pause estivale. La Formule 1 refermait ce week-end la première moitié de sa saison à l'occasion du Grand Prix de Hongrie. Lando Norris y a décroché sa première victoire de l'année devant Max Verstappen et Kimi Antonelli. Auteur de la pole position, le Britannique a transformé son week-end en succès malgré un départ perdu face à son équipier Oscar Piastri. Longtemps leader, l'Australien a finalement abandonné sur un problème de boîte de vitesse. Deuxième, Verstappen a une nouvelle fois maximisé le potentiel de sa Red Bull en profitant parfaitement d'une virtual safety car déployée lors de l'abandon de Piastri. Au championnat, Antonelli, auteur d'une course très mature, renforce son leadership avec 219 points devant Lewis Hamilton 169 et George Russell 160. Charles Leclerc reste 4e avec 138 unités, tandis que cette première victoire permet à Norris de remonter à la P5 avec un total de 128 points devant Verstappen 109. Si Mercedes cède sa première victoire de la saison, l'écurie allemande conserve une position solide au classement. McLaren semble relancer sa dynamique, mais tandis que Red Bull continue d'optimiser un potentiel encore légèrement inférieur à ses principaux rivaux. A l'inverse, Ferrari manque une occasion de revenir au contact. L'attention se portera désormais sur la poursuite du développement des monoplaces. Les premières évolutions introduites par McLaren semblent porter leurs fruits, mais Ferrari, qui estime encore disposer d'atouts sur certains secteurs, devra désormais les concrétiser en course. La seconde moitié de saison dira si Budapest marque le début d'un nouvel équilibre des forces. Motors. Le championnat du monde de Formula E disputait ce week-end son avant-dernier rendez-vous de la saison avec pour la première fois un double-header en nocturne dans les rues de Tokyo. Dan Ticktum s'est imposé samedi tandis que Nick De Vries a emporté la seconde manche dimanche. La première course a vu Ticktum devancer Jack Dennis et Nick Cassidy. Dimanche sur une piste d'abord humide et voire même trempée avant de sécher progressivement, Eduardo Mortara s'était lancé depuis la pole position avant qu'un spectaculaire accident ne provoque un drapeau rouge à quelques tours de l'arrivée. Lors du sprint final d'un tour, Nick De Vries a conservé l'avantage acquis grâce à une gestion parfaitement maîtrisée de son énergie et de son attaque mode devant Nick Cassidy et Jack Dennis. Au championnat, ce week-end japonais rebat totalement les cartes. Grâce à ses 2 podiums, Jack Dennis s'empare de la tête avec 146 points devant Mitch Evans 144 et Pascal Verlaine 141. Tous deux auteurs d'un week-end difficile. La série connaît ainsi un 3e leader en automne meeting à seulement 2 courses de son dénouement. Avec un seul meeting au programme, 9 pilotes conservent encore une chance mathématique de décrocher le titre mondial. L'attention se portera désormais sur la finale de Londres où tout pourrait de nouveau basculer. Motors. Le championnat du monde de motocross faisait étape ce week-end à Loket en République tchèque pour la 14e des 20 manches de la saison. Jeffrey Herling s'est imposé en MXGP tandis que Guilhem Fares a raflé la mise en MX2. En MXGP, le tournant du week-end est intervenu avant même les manches dominicales. Leader du championnat à son arrivée en République tchèque, Lucas Konen a déclaré forfait le samedi soir en raison d'une compression nerveuse à la hanche gauche. Herlings en a pleinement profité en remportant la manche qualificative, puis les 2 manches du Grand Prix avec donc un 1-1. Tom Vial retrouve le podium, auteur d'un 3-2 devant le champion du monde Romain Fèvre, qui lui aura signé un 2-5. Au championnat, Herlings reprend la plaque rouge avec 615 points et compte désormais 49 longueurs d'avance sur Lucas Konen après avoir repris 68 points en seulement 4 Grands Prix aux jeunes Belges. En MX2, Guilhem Fares confirme sa domination en signant une 4e victoire consécutive en Grand Prix devant son équipier Camden McLellan et Carlis Rézulis qui décroche le premier podium mondial de sa carrière. Fares porte également son avance à 33 points sur Sacha Konen, toujours en difficulté depuis sa chute aux États-Unis.
L'attention se portera désormais sur le Grand Prix de Lommel. Il faudra suivre l'évolution de l'état physique de Luca Konen, désormais dépossédé de la plaque rouge, mais aussi vérifier si Jeffrey Herlings et Guilhem Fares sont en mesure de prolonger leur dynamique sur le très exigeant sable belge. Motors. Le Pro Motocross disputait ce week-end à Washougal la 8e des 11 manches de la saison, dernière étape de la tournée sur la côte ouest avant une trêve de 3 semaines. Hunter Lawrence s'est imposé en 450 et creuse l'écart au championnat, tandis que Cole Davis a remporté le succès en 250 et relance le sien. En 450, Hunter Lawrence enchaîne une deuxième victoire consécutive grâce à un score de 2-1. Son frère Jet, vainqueur de la première manche, semblait en mesure de s'imposer avant d'être pénalisé pour une accélération hors piste dans la seconde manche. Ce reclassement lui coûte la victoire du GP ainsi que 2 points au championnat. Hayden Digan complète le podium. Au championnat, Hunter Lawrence porte son avance à 12 points sur son cadet Jet à 3 manches de la fin. En 250, Cole Davis réalise le week-end parfait en remportant les 2 manches 1-1 devant Ryder Di Francesco, auteur du meilleur résultat de sa carrière, et Chance Aimas qui signe un deuxième podium consécutif. Leader du championnat, Levi Ketchen limite les dégâts malgré une chute au départ de la première manche. Davis lui reprend 18 points et revient à seulement 7 longueurs, tandis que Julian Baumer reste 3e. L'attention se portera désormais sur la reprise à New Berlin. Il faudra observer si Hunter Lawrence confirme son ascendant en 450, tandis que 7 points seulement séparent désormais les premiers et deuxièmes en 250. Motors. Le DTM faisait étape ce week-end à Oschersleben pour les 9e et 10e courses de la saison. Thomas Prenning s'est imposé samedi, tant qu'il dit que Mirko Bortolotti a emporté la seconde course dimanche. Auteur des 2 pole positions, Prenning a confirmé sa vitesse en emportant la première manche devant Lucas Hanksler et Maro Engel. Dimanche, Bortolotti a renversé la situation grâce à une stratégie parfaitement exécutée pour offrir à la nouvelle Lamborghini Temerario GT3 sa première victoire en DTM. Maro Engel termine une nouvelle fois deuxième, tandis que Prenning complète le podium. Au championnat, Maro Engel conserve la tête avec 145 points devant Niki Tim 124 et Lucas Sauer 123. C'est très serré. Grâce à sa victoire, son podium et ses 2 pole positions, Thomas Prenning remonte au 4e rang avec 117 points et relance donc pleinement ses ambitions dans la course au titre. L'attention se portera désormais sur la reprise sur le Nordschleife. Il faudra observer si Thomas Prenning est en mesure de confirmer sa vitesse sur un tracé radicalement différent, tandis que Maro Engel tentera de préserver son avantage dans un championnat où les 4 premiers se tiennent en 28 points. Motors. Le championnat d'Europe des rallyes faisait étape ce week-end en Pologne pour sa 5e manche de la saison. Timo Suninen s'est imposé devant les pilotes locaux Jakub Matulka et Mikko Marcik. Le Finlandais prend les commandes de la série européenne. Le Finlandais a pris le lead dès la première étape avant de résister dimanche aux attaques répétées de Matulka pour décrocher la première victoire de sa carrière en ERC. Matulka justement termine à moins de 10 secondes des lauriers et derrière lui, Marcic emmène 3 autres équipages polonais dans le top 10. Au championnat, cette victoire permet à Suninen sur Škoda de prendre les commandes avec 80 points devant Andrea Mabellini au volant de la Lancia avec 57 unités, tandis que Mikko Marcic remonte au 3e rang avec un total de 47 points. Auteur de son premier podium européen, Jakub Matulka confirme sa montée en puissance. L'attention se portera désormais sur le Barum Rally. Il faudra observer si Timo Suninen est en mesure de confirmer son nouveau statut de leader face à une concurrence particulièrement dense, tandis que Jakub Matulka tentera de confirmer sa progression au plus haut niveau européen s'il est engagé. Motors. On passe à présent au super motard en France où Bonal s'impose et on notera un podium national pour le Réunionnais Raphaël Payette. Le championnat de France Supermode disputait ce week-end sa 4e manche à Colombier. Steve Bonal s'est imposé en Elite S1, tandis que le Réunionnais Raphaël Payette décroche son premier podium national de la saison. Bonal a confirmé sa domination en remportant les 2 manches dominicales 1-1 devant Sylvain Bidard 3-3 et Raphaël Payette, auteur d'un 6-2, auteur d'une remarquable performance donc lors de la deuxième course. Ferran Cardos González échoue au pied du podium. Au championnat, le classement provisoire place Sylvain Bidard en tête devant Ferran Cardus González et Steve Bonal. Cette hiérarchie reste toutefois nuancée, Bonal ayant privilégié une manche du championnat du monde, c'était en Italie, plutôt que la course française de l'OEAC. Les points prévus par le règlement fédéral doivent encore être intégrés au classement. L'attention se portera désormais sur la reprise du championnat. Il faudra observer l'incidence de la régularisation du classement général, tandis que Raphaël Payette tentera de confirmer sa montée en puissance
en mondial, en complément de la série nationale, avant la finale prévue les 21 et 22 novembre prochains, je vous le rappelle, à La Réunion. Motors. Et puis pour terminer, le 57e Tour Auto Rallye de La Réunion a sacré Rehan Ghani au terme de 13 spéciales disputées sur 2 journées. Au volant de sa Citroën C3, de sa Volkswagen, il s'impose devant Damien Dorseuil et Nazim Bangui. Rehan signe ainsi un hat-trick, sa 3e victoire sur l'emblématique épreuve de l'océan Indien. Le tournant du rallye intervient dès la 2e spéciale Petite France. Après le scratch inaugural de Damien Dorseuil, Rehan Ghani prend les commandes de l'épreuve pour ne plus jamais les quitter. Auteur de 10 meilleurs temps, il construit sa victoire sur sa régularité, tandis que Dorseuil signe 3 temps scratch sans parvenir à inverser la tendance. Derrière ce duel, Nazim Bangui, confronté à des problèmes de frein récurrents depuis le S2, confirme sa solidité en montant sur la 3e marche du podium. Le rallye s'est montré particulièrement sélectif, avec seulement 49 équipages classés sur les 78 partants, soit quand même 37% d'abandon. Au-delà de la victoire de Rehan Ghani, notre débrief Tour Auto reviendra sur les principales tendances dégagées par cette épreuve à tous les niveaux. Venez profiter des promotions chez ODR D2S Car Audio au Tampon. ODR D2S Car Audio, c'est la vente et l'installation audiomobile pour votre voiture. ODR D2S Car Audio, c'est les plus grandes marques Pioneer, Hertz, Soundstream, SP Audio. Le vol de voiture n'arrive pas qu'aux autres. Il serait dommage que votre voiture parte sans vous. Protégez votre voiture avec nos alarmes Vodafone Cobra. Devenez les maîtres du stationnement avec nos radars de parking avant et arrière Metasystem et Cobra. ODR D2S Car Audio avec plus de 20 ans à votre service. Retrouvez-nous sur notre site www.autoradio.re. ODR 80 rue Martinel-Lacet au Tampon. Contact 0692 874 510. Motors. Rallye. Le Tour Auto Rallye de La Réunion constitue chaque saison l'un des rendez-vous majeurs du sport automobile réunionnais. Cette 57e édition n'a pas dérogé à la règle, avec 13 spéciales disputées sur 2 journées, 149 km chronométrés, 78 équipages au départ, et un parcours particulièrement exigeant qui ne laissera finalement que 49 équipages classés à l'arrivée, soit quand même 37% d'abandon, ce qui est quasi un record pour le Tour Auto. Avant même le départ, plusieurs concurrents importants manquaient à l'appel. Yacine Bangui renonçait après la casse d'une tête d'amortisseur avant les vérifs. Laurent Robert préférait renoncer face à un problème moteur susceptible de provoquer une casse dès les premières spéciales, tandis que Didier Moutoussamy ne se présentait finalement pas aux vérifications. Le rallye débute pourtant sous le signe de Damien Dorseuil. Le pilote signe le premier scratch dans la courte spéciale des 3 bancs. Derrière ce meilleur temps se cache pourtant un premier indice. Rehan Ghani évoque immédiatement un problème de pop-off. On y reviendra à un de ces jours dans le décrypte qui pénalise sa Volkswagen dans les phases de remise en charge. L'information pourrait sembler anodine, elle prendra toute son importance quelques heures plus tard. Car le véritable tournant du rallye intervient dans le S2 Petite France. Rehan Ghani prend les commandes de l'épreuve et ne les quittera plus jusqu'à l'arrivée. À partir de cet instant, le pilote Volkswagen construit progressivement sa victoire en s'appuyant moins sur des coups d'éclat que sur une remarquable régularité seul en tête. 10 scratchs viendront finalement récompenser cette maîtrise qui lui permettent de signer un 3e succès au Tour Auto, un hat-trick donc sur l'épreuve réunionnaise. Mais au-delà du résultat, un chiffre retient particulièrement l'attention. À Petite-Île, Rehan Ghani s'était imposé avec un avantage moyen de 0,8 secondes par kilomètre sur Damien Dorseuil. Au Tour Auto, cet écart tombe à 0,53 au kill, une diminution particulièrement notable qui traduit le rapprochement des performances entre les deux hommes, sans pour autant évidemment inverser la hiérarchie. Cette évolution mérite d'autant plus d'être relevée que Dorseuil reconnaissait ne pas avoir encore trouvé toutes les clés de lecture de la très exigeante spéciale de Petite France, là même où Ghani a commencé à construire son succès. A l'inverse, les 3 scratchs de Dorseuil sont réalisés sur des profils relativement similaires, très typés course de côte, des spéciales où la lecture de route privilégie une précision absolue, glisse au cordeau, roue avant déjà droite dès l'apex et remise en charge immédiate. La moindre correction d'angle se paie instantanément au chrono. Les 2 passages de Panon voient justement un Ghani, quant à lui, suffisamment serein pour privilégier par endroits le spectacle au chronomètre, notamment au droit des épingles. Plus qu'une conclusion, cette réduction de l'écart constitue donc un indicateur à suivre lors des prochaines manches, s'il y en a.
Si la victoire de Gagny illustre parfaitement la maîtrise, le podium de Nazim Bangui raconte une toute autre histoire, celle de la résilience. Des Petites France 1, le pilote signale d'importants problèmes de freinage dès la moitié de la spéciale. Son assistance remplacera progressivement tout le système accessible pendant toute la durée du rallye sans jamais parvenir à supprimer le défaut. Malgré ce handicap permanent, Bangui conservera un rythme suffisamment élevé pour préserver sa 3e place au classement général. Une performance dont la valeur dépasse largement le simple résultat brut. Cette notion de progression se retrouve également chez plusieurs équipages. Jonathan Loeb poursuit son apprentissage en Rallye 2 avec beaucoup de maturité. Plus rapide en potentiel qu'il ne le montre, il choisit pourtant de privilégier un rallye propre et appliqué, une stratégie pleinement récompensée par une 4e place finale, conclue avec tout de même 42 secondes d'avance sur le septuple champion de la Réunion Thierry Laolong. Autre progression encourageante, celle de Patrick Bellus. Pour sa première saison au volant de la Renault Clio Rallye 3 préparée par Stéphane Samkafrev, il décroche une place dans le top 10 Scratch, une prestation qui confirme la bonne adaptation du pilote aux 4 roues motrices. Puisque nous sommes chez SCF justement, on y reste avec une P6 pour Stéphane qui ne peut que constater l'âge des artères de la Fiesta MK1. Vivement la Lancia Ypsilon tant attendue, qu'il nous confirmait d'ailleurs récemment dans Motors. Le Tour Auto aura également offert plusieurs confrontations particulièrement disputées. Parmi elles, le duel entre les 2 pilotes sudistes Manix O'Haraud et Johnny Picard, que nous suivions depuis l'entame du rallye et qui restera comme l'un des fils rouges de cette édition. Les 2 hommes échangent leur position au classement, spécial après spécial, illustrant toute la densité sportive du plateau réunionnais, bien au-delà de la seule lutte pour la victoire. Dans les catégories, Gilles Dijoux et son copilote Vincent Payette réalisent une prestation particulièrement aboutie sur leur Peugeot 208 Rallye 4. Pour son retour après une fracture de la clavicule qu'il avait privé du rallye de Petite-Île, Gilles enlève le Rallye 4, le groupe FRC 4, le classement de roues motrices, ainsi que le maximum de points du volant 208 Réunion. Une performance d'autant plus prometteuse qu'il continue encore de découvrir pleinement le potentiel de la voiture. Et puis un crush sportif particulier, si vous me le permettez, pour l'équipage Chauvinot, qui a mené la série F2013 de roues motrices et le FRC4 dès l'entame de 3 bancs jusqu'à leur abandon dans le 2e passage des radiers suite à un bris de cardan. Un encouragement clair pour l'équipage montagnard. Parmi les autres vainqueurs, Willy Royer atteint l'objectif annoncé la semaine dernière dans Motors en emportant la classe N4. Dorian Trénou s'impose en Rallye 5 et dans le groupe FRC5 et Rudy Payette enlève la classe 2 tandis qu'Alice Célestin ramène sa fidèle Peugeot 106 jusqu'à Saint-Denis avec la victoire de la classe 1. Ce Tour Auto aura été l'un des plus rapides de la longue et riche histoire de la Manche la plus australe du championnat de France, 2e division cette année encore. Enfin, cette édition restera également particulière pour Souka Zanegui, copilote de Rehan Gagny et propriétaire de la Volkswagen Polo GTI Rallye 2 numéro 1. Il décroche enfin sa première victoire au Tour Auto, venant compléter un succès construit avec méthode tout au long d'un week-end qui aura confirmé une fois encore toutes les exigences et la richesse sportive du rallye réunionnais. Maintenant, les regards sportifs sont naturellement déjà tournés vers la pause avant le prochain rendez-vous fixé dans l'est de l'île pour ce qui concerne le calendrier réunionnais. Autre approche temporelle pour Rehan Gagny qui cravache entre 2 courses pour trouver des partenaires argentés lui permettant de revenir pour la 5e manche du CFR lors de la rentrée au rallye du Mont Blanc le premier week-end de septembre, alors que Rehan fêtera son quart de siècle justement le 3 septembre. Il est des rendez-vous décidément à ne pas manquer. Motors, Rallye. Alors que le Tour Auto est traditionnellement une forme d'aboutissement pour tout pilote de rallye à La Réunion, ce Tour Auto 2026 était l'entrée en matière pour Gilles Dijoux. Oui, pour moi c'était l'ouverture de saison, étant donné que je me suis blessé en vélo. J'ai une double fracture de la clavicule avant le rallye de Petite-Île. Donc du coup c'était découverte de la voiture et premier rallye avec, voilà. Bon, point positif néanmoins, ton très fidèle navigateur Vincent Payette, lui, avait déjà roulé, avait pris des automatismes, je suppose, des habitudes à l'occasion du rallye de Petite-Île, aux côtés d'un de vos concurrents immédiats d'ailleurs, un certain Yann Berard. Oui, tout à fait. Vincent a roulé avec Yann qui a bien voulu nous dépanner pour le premier rallye. Il fallait représenter les partenaires, donc Yann a pris le volant à ma place et
ça a permis à Vincent aussi de découvrir la voiture et ses spécificités sur le rallye de Petite-Île. Bon, par rapport à ce que tu savais, ce que tu connaissais, ce que tu observais de la Peugeot 208 Rally 4, tout le monde, évidemment, je suppose, Vincent le premier, tu avais parlé d'un châssis étonnant. Toi, ton ressenti en course à proprement parler, bien après les quelques petits essais, ton ressenti en course sur cette voiture? Alors, c'est une voiture très, très efficace où on arrive à tomber des chronos sans faire trop d'efforts. Contrairement à ce que j'ai connu pour le moment, on a roulé sur la Saxo N2, sur la Clio N3 et sur la 207 R3D où là il fallait s'arracher et se cracher dans les gants et prendre énormément de risques pour essayer de tomber des chronos. Alors que là, dès qu'on s'applique, on fait ce qu'on sait faire sans prise de risque, les chronos descendent facilement. Donc j'ai encore une grosse marge de progression sur cette auto qui a un super châssis, donc je pense que ça va aller crescendo, mais très rapidement, je pense qu'on va s'améliorer facilement d'une seconde au kill sans trop de complications. Alors justement, certains s'en étonnent, c'est aucunement de l'arrogance, hein. C'est juste que la voiture est redoutable d'efficacité. D'ailleurs, j'en veux pour preuve ce que tant Nazim Bangui que Rehan Ghani avaient fait au volant de voitures de ce type lorsqu'ils étaient venus au Tour Auto. C'est vraiment redoutable d'efficacité, hein. Oui, c'est une technologie moderne. Le centre de gravité de l'auto est très très bas. Même si elle paraît pas comme ça, mais le centre de gravité très bas, des trains roulants très très précis, très rigides et un super amortissement. Et en plus, elle est réactive en sortie de virage, donc c'est très facile de tomber des chronos avec. Elle est redoutable d'efficacité, elle motrice, elle freine super bien, donc voilà, c'est d'une précision énorme. Donc on la met où on veut, sans trop forcer, même voilà. Donc c'est vraiment une voiture efficace. Il y a qu'à voir ce que les gars font avec en championnat de France. Voilà, c'est pas forcément au niveau moteur, hein, donc c'est une voiture qui est réactive niveau moteur, pas beaucoup de puissance, 210 chevaux, mais par contre au niveau châssis et vitesse de passage en courbe, c'est très impressionnant ce qu'elle est capable de donner. Alors, c'est toujours amusant vu de l'extérieur, ta façon d'en parler, ouais, elle est facile, etc. Elle est facile compte tenu de ton expérience dingue sur des voitures déjà au châssis réputé, comme la Clio N3, avec des moteurs compliqués à exploiter, comme la 207 que vous aviez auparavant. La 208, même si elle, selon tes mots, paraît plus facile, faut quand même s'en occuper de la bestiole, hein. Ah oui, c'est une auto qui demande un pilotage précis, voilà. Mais par contre, comparé à la 207, on se bagarre pas avec le volant, on n'a pas besoin de jeter l'auto, la voiture s'inscrit, elle va au point de corde sans trop forcer. Pareil dans les passages bosselés, ça absorbe quand même pas mal de déformations de route, etc. Donc oui, voilà, quand j'ai dit très facile par rapport à ce que j'ai connu moi, une 207 R3 par exemple pour l'emmener, c'est très compliqué. C'est des autos qui ont de la patate mais qui sont lourds et qui n'ont pas forcément de précision de train roulant. Donc quand je passe de la 207 à la 208, c'est deux mondes différents. Donc effectivement, je me retrouve dans une zone de confort par rapport à ça. Tu l'évoquais justement après du N2, du N3, du R3T avec la 207. Je voulais que tu me parles plus précisément du moteur et encore plus précisément de l'exploitation du moteur. Est-ce que ça s'est fait pour toi relativement naturellement? On vient pas chatouiller les points rouges si sensibles, notamment avec les moteurs turbo compressés. Comment tu l'as vécu toi? Alors étonnamment pour un moteur turbo, j'ai l'impression d'exploiter plutôt un moteur Atmo. C'est un moteur qui s'exploite dans les tours, quasiment à la limite du rupteur à chaque rapport. Surtout pas laisser retomber le régime parce que c'est un 12-183 cylindres, hein, il n'y a pas forcément énormément de couple en bas. Mais voilà, tout est dans les tours, il faut la maintenir et ça se passe très bien. J'ai l'impression de conduire une petite car en fait, hein, même si de l'extérieur le bruit n'a pas l'air d'être dans le haut régime. À l'intérieur, moi, je suis au bord du rupteur à chaque vitesse. Le tout corroboré, comme tu le soulignais, par un châssis au centre de gravité très bas. Je voulais que tu évoques, tu en parlais tout à l'heure, Yann Berard qui, en DS3, a connu quelques difficultés sur ce rallye, mais on sait que c'est un client, hein. Oui, Yann, c'est quelqu'un de très rapide. On l'a vu d'ailleurs sur le premier rallye de la Petite-Île où il a roulé sur ma voiture. Lui-même s'est très vite adapté avec. Donc oui, c'est un très bon client et moi j'ai comme référence les temps des années passées et je sais que là on était dans le coup.
même par rapport à ce que faisait Jonathan avec sa voiture. Donc on sort des chronos qui sont quasiment similaires à ce que lui faisait au bout de 3-4 ans sur cette auto. Donc ça promet quand même pour la suite, et voilà, on verra bien ce que ça donne, hein. Même si c'est deux types d'autos différents. Yann avec sa DS3, il a beaucoup plus de puissance, mais il a plus de poids, il a plus d'inertie. La 208, elle a peut-être moins de puissance, mais elle est très très agile. Donc en fonction des profils de spécial, on aura notre avantage, et en fonction d'autres profils, ça sera lui qui aura l'avantage. Mais voilà, ça promet pour se battre, et ouais, je vais pas être prétentieux, mais je pense qu'avec ce type d'auto, on peut même aller chatouiller de près, au moins mettre un petit peu de pression sur les premiers Rallye 3, donc on verra ce qu'on peut faire avec. Bon, je voulais ton regard maintenant de professionnel et pour tout dire de pédagogue concernant quelqu'un qui a une trajectoire différente. On part de l'autre côté du spectre en exploitation avec ce jeune pilote, hein, Hugo Chauvineau, n'a jamais que 2 années d'expérience dans les gants. Cette 206 est montée à La Réunion. Elle me fait un peu penser à celle de Boyer qui avait construit une 206 compromis idéal pour nos routes. Néanmoins, le garçon est vraiment... au niveau de l'exploitation de sa voiture, très correctement. C'est quelque chose que toi, tu avais vécu notamment à l'époque avec ta Clio N3. Ah oui, tout à fait. Hugo, c'est un jeune très rapide. Il a la fougue de la jeunesse, et depuis avec son père, ils ont bien travaillé sur l'auto. Ça ne paraît pas comme ça, mais c'est deux metteurs au point très précis qui ont quand même pas mal bossé sur l'auto, qui ont tout calculé et qui l'a fait progresser de rallye en rallye. Donc on a vu les chronos, hein, c'est quelqu'un de très rapide. Qui envoie du lourd, de plus avec une voiture qui a un châssis quand même ancien, même s'ils ont travaillé dessus, voilà, il faut y aller. Donc ça c'est un client, c'est quand même un client pour le groupe, c'est sûr. En tout cas, quoi qu'il arrive, il restera en embuscade, tant en 2 roues motrices que dans le FRC4. En ce qui vous concerne, là, plus directement, on est très clairement sur une phase de prise en main, toujours de ta part, de cette voiture. C'est quoi l'avenir sans langue de bois? Ouais, je me contente de ce que j'ai. Ouais, le présent est déjà top. Honnêtement, à échéance de 3-4 ans, tu vois quoi comme step supplémentaire? Bah écoute, derrière, voilà, ça serait de la 4 roues motrices sur laquelle il faudrait passer, mais déjà sur cette auto-là. Travailler davantage, hein. Là pour le moment je suis pas encore en totale confiance, donc il y a beaucoup d'hésitations sur des endroits qui je sais que ça passe, mais je n'y vais pas parce que je connais pas le comportement de l'auto pour le moment. D'ailleurs il y a qu'à voir les progressions entre les premiers et deuxième passages, hein, où je prends quasiment une au kill sans souci. Donc ça on voit très bien que là plus ça va aller, plus je vais prendre confiance. Donc derrière le step ça sera de la 4 roues motrices, mais avant il va falloir que je travaille sur tout ce qui est adaptation des réglages en fonction des spéciales, pour ne pas être trop perturbé quand on monte sur des autos qui demandent plus d'affinage sur les réglages. On a bien vu avec Jonathan qui travaille énormément là-dessus. Donc c'est pas si simple, hein. C'est pas parce qu'on a roulé vite sur une traction, quand on va passer le step, qu'on va tout de suite rouler vite. Il y a toute la partie technique derrière qu'il faut acquérir, et ça c'est toute autre chose qu'il faut déjà commencer à travailler sur ce type de voiture. Venez profiter des promotions chez ODR D2S Car Audio au Tampon. ODR D2S Car Audio, c'est la vente et l'installation audiomobile pour votre voiture. ODR D2S Car Audio, c'est les plus grandes marques Pioneer, Hertz, Soundstream, SP Audio. Le vol de voiture n'arrive pas qu'aux autres. Il serait dommage que votre voiture parte sans vous. Protégez votre voiture avec nos alarmes Vodafone Cobra. Devenez les maîtres du stationnement avec nos radars de parking avant et arrière Metasystem et Cobra. ODR D2S Car Audio avec plus de 20 ans à votre service. Retrouvez-nous sur notre site www.autoradio.re. ODR, 80 rue Martinel-Lacet au Tampon. Contact 0692 874 510. Patrick Bellus fait partie de ces pilotes qui ont disputé sans doute un des plus solides tours auto de leur carrière. Le tandem à bord de la Renault Clio Rallye 3 estampillé SCF monte à la 10e place scratch. Une sacrée performance. Oui, alors très beau rallye, effectivement, très très beau rallye. On est très satisfait de ce tour auto 2026. Tout a fonctionné. Voilà, il y a quelques petits ajustements à faire, mais avec Nicolas certainement. Mais l'équipe
CF qui a une grosse expérience, et ça a fonctionné. On a super bien préparé notre rallye. On est monté crescendo entre les premiers et deuxième passages, et avec une gestion de course le dimanche pour finir à une belle 10e place. Bon, moi, ce que je note, c'est une double progression, déjà intrinsèquement par rapport ce qu'on appelle les Top Gun, hein, qui sont réguliers et perfs devant. T'as énormément, les chronos ont vraiment progressé entre le rallye de Petite-Île et le Tour Auto, d'une part, et comme tu le soulignais fort justement, à l'intérieur même du Tour Auto, il y a eu une progression très régulière, hormis cette difficulté que tu as rencontrée dimanche matin pour déceler un rythme safe qui te permet de pas en rajouter, mais de maintenir la voiture sous tension en termes de pression pneumatique notamment. Exactement. Alors, oui, de toute façon, entre les premiers passages, on a voulu rouler, mais en gardant une petite marge pour les endroits inconnus. Avec la 4 roues motrices, comment ressortir, comment prendre ce virage-là. Donc, sur le deuxième passage, on s'est plus lâché à chaque fois. Donc, ça a fait un delta, souvent 5-6 secondes entre le premier et le deuxième passage. Et la journée de dimanche, c'est vrai que c'était compliqué pour moi de trouver le rythme qui permet de ne pas être à l'attaque et qui ne pas perdre beaucoup de temps, quoi. Alors, tu te doutes bien qu'on a regardé pas des chronos avec des écarts à l'arrivée des spéciales, mais split par split sur les profils de spéciales. Il y a une progression globale de ton pilotage par rapport à ta prise en main initiale. On estime que tu as progressé de 5 à 7 dixièmes au kill. C'est colossal, c'est énorme, hein. Je suis content de la reprendre et je suis satisfait. Donc si tu me dis ça, donc je te crois. Je sais que tu as l'œil et tu as bien analysé ça, donc satisfait. Je peux dire que ça. Et puis le travail paye, hein. Il y a une préparation physique, mentale, et puis une gestion de course, une stratégie, et ça s'est passé exactement comme on le voulait, et puis voilà, donc tu le disais toi-même, t'as jamais eu le sentiment de te mettre en danger ou de faire des chaleurs. Ça veut dire que quand on mesure cette progression de 5 à 7 dixièmes au kill, tu n'as pas rajouté de l'engagement, parfois d'ailleurs même bien au contraire. Par contre, tu as repoussé ta zone de confort. Exactement, oui. On a repoussé la zone de confort, oui, mais en laissant quand même une marge de sécurité dans les spéciales, bien évidemment. Il fallait surtout être à l'arrivée, c'était le premier objectif, et montrer que la Team SCF peut faire un beau rallye, 2 véhicules dans le top 10, et le contrat a été rempli avec la Team SCF, donc on avait des petites cases à cocher au fur et à mesure, et on les a cochées tout doucement au fil des spéciales, et surtout garder une marge de sécurité sur chaque spéciale, et dimanche il n'y avait plus qu'à dérouler, c'était le plus difficile. Bon, j'ai une dernière question avant de te libérer. Tu me dis que tu as coché des cases les unes derrière les autres. Est-ce que toutes les cases sont cochées pour pouvoir passer, selon toi, à la catégorie supérieure en Rallye 2? Et pourquoi pas toujours chez SCF? Pourquoi pas, mais c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Alors, est-ce que c'est l'histoire? Est-ce que c'est l'histoire de la prochaine course, ou est-ce que c'est l'histoire 2027? Sincèrement, déjà j'étais parti pour un one shot, donc on prend avec les résultats, avec les bons résultats, avec les partenaires, avec l'équipe SCF, comme ça fonctionne et tout va bien, il y a des petits trucs qui fait qu'on continue, et c'est beaucoup plus simple à continuer, et je suis preneur de tout proposition, et puis voilà, donc on va quand même aujourd'hui, lundi matin quand je me réveille, c'est continuer le rallye Grand Est sur la Rallye 3. Motors, moto,
Le week-end passé, Raphaël Payette, le pilote réunionnais de Supermotard, a donc fait parler la poudre à nouveau avec un premier podium de saison en championnat de France catégorie Rennes S1. Il poursuit son apprentissage et sa montée en puissance avec notamment une deuxième place dans la deuxième course. Alors, comment expliquer cette augmentation de rythme, de résultats? Motors. Moi je pense c'est naturel, ça vient tout seul. Comme je te dis, je me rends pas vraiment compte du niveau parce que voilà, moi depuis l'année dernière, je me rends pas compte du niveau que je prends à chaque course. Donc non, je sais que voilà, ça change à chaque fois. Donc non, c'est bien quoi. Néanmoins, on t'a vu sur plusieurs compartiments du jeu le week-end passé, particulièrement incisif. Alors en time attack, on t'a toujours connu plutôt performant, mais au vu des chronos, au fil des tours, on a vraiment le sentiment que t'avais déjà toutes les pièces du puzzle avec toi, mais aujourd'hui t'arrives à les assembler correctement. Ouais, j'arrive bien à les assembler et comme là ce week-end, je me sentais bien dès les essais libres. Des essais libres, je signe le deuxième temps chrono derrière Steve Bonal à même pas 3 dixièmes. Je serais tenté de dire derrière l'inévitable Steve Bonal. Oui, donc non, voilà, même pas à 3 dixièmes de Steve aux essais libres. Après voilà, c'était juste les essais libres, mais bon. Après au chrono, je signe un 4e temps, donc voilà, j'étais pas trop loin de la pole non plus. Donc non, il y avait une bonne vitesse ce week-end. Première course, c'est toujours la première fois qu'on se retrouve en opposition frontale directe avec l'ensemble du peloton. Comment tu l'as vécu lorsque tu t'arraches de la grille? Plutôt serein. Plutôt serein, j'étais bien sur la moto, tout était bien à sa place. Parce que comme je te disais tout à l'heure, je savais que j'avais ma place dans la catégorie, donc je savais que je pouvais jouer devant quoi. Et est-ce que la perf et le fait que tu aies roulé en championnat du monde t'a rassuré à ce niveau-là, ou c'est somme toute juste une expérience supplémentaire? Pour te dire, oui, le mondial ça aide beaucoup parce que le niveau français et niveau mondial, il y a un petit gap quand même. Mmh. Donc oui, le mondial ça aide énormément pour le France. Donc pour le championnat de France, donc quand on arrive, voilà, il y a Steve, il y a Sylvain et Ferran Cardus qui a un niveau mondial, on va dire. Donc voilà, le mondial ça aide vraiment parce que on est quasiment tous au même niveau. Et quand on arrive en France, c'est plus pareil. Donc voilà, il y a que les 3 devant qui nous tirent quoi. L'aide dont tu parles, faut être très très précis, l'aide dont tu parles quand tu vas rouler en mondial, c'est une aide technique en apprentissage de trajectoire et de comportement en peloton, ou c'est une aide avant tout de ta propre confiance que tu as en toi-même? C'est un peu de tout, donc voilà, ça apporte de la technique, de la vitesse sur la moto, donc non, ça apporte un peu de tout quoi. On en arrive donc au climax du week-end passé avec une deuxième place à l'arrivée qui est en plus obtenue au terme d'une course folle. La première partie n'a pas été des plus simples. Non, c'était pas facile parce que j'étais en galère avec mon genou au début. Parce que j'apprenais un petit peu quand même. C'est le genou qui avait été impacté en Italie, hein? Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. Donc non, j'apprenais un petit peu, mais après voilà, donc j'ai pu prendre un peu confiance là-dessus et le week-end s'est bien passé quoi. Deuxième place en championnat de France dans une carrière, c'est quand même un fait marquant. Enfin, c'est pas un résultat parmi d'autres, c'est une vraie perf, hein. Non, là, ce week-end, je fais 3e. Je fais 3e à la journée. Ah oui, après, en deuxième manche. On parlait de la deuxième manche, ouais. On parlait de la deuxième manche. D'accord. Ok. Donc, non, c'était une bonne manche parce que je pars très bien parce qu'on partait en grille inversée. Ouais. On partait en grille inversée et je pars 6e sur la grille. Non, 7e, pardon, sur la grille. Et j'arrive rapidement à prendre la tête et après derrière je voyais Steve arriver. Donc j'ai tenu Steve un peu longtemps quand même.
Et après, voilà, j'ai pu trouver. Ça, honnêtement, c'est une vraie fierté, ça. Ouais. Quand j'ai vu que j'arrivais à tenir un peu Steve, j'ai dit putain, mais en fait, voilà, le niveau est là, quoi. Donc je suis capable de rouler devant. Donc après, voilà, entre moi et Steve, il y a un gap quand même, hein, je vais pas le cacher. Donc il y a encore du taf à faire. Mais non, une belle deuxième place en deuxième manche, je suis vraiment content, quoi. Et puis un podium à la fin du meeting, on monte sur la boîte. C'est quand même un truc, ça. Hein. Ouais, c'est ça. Donc troisième à la journée à Saint-Amand. Donc mon deuxième podium en championnat de France. Donc en S1. Ouais. Donc voilà, l'année dernière j'ai fait podium à Mirecourt. Donc non, je suis vraiment content. Donc c'est quand même à noter. Maintenant, la saison va se raccourcir rapidement. Finalement, la venue à La Réunion en termes de nombre de rendez-vous sportifs, c'est pas si loin que ça. Hein. Ouais, c'est pas si loin que ça arrive. Donc là, le mois d'août, ça va. On a une petite pause. On reprend que fin du mois, du mois d'août à Albi, à côté de Toulouse. Donc après voilà, moi ça va s'enchaîner avec le mondial et le France, donc non ça va aller vite quoi, ça va aller vite. Est-ce que aujourd'hui, si Steve Bonal fait le déplacement à La Réunion, est-ce que sur tes terres, le fait d'être poussé par le local, forcément, avec la population locale, c'est un plus ou c'est une pression? Comment tu risques de le vivre? Jusqu'à présent, tu venais au Super Motard de Saint-Paul, tu roulais, il y avait un côté un peu fun. Là, par contre, ça compte pour le championnat de France. Et comment tu te projettes? Ça va être de la pression ou ça va être des encouragements? Non, moi je le prends comme de l'encouragement. Ça sert à rien de se mettre la pression parce que c'est là qu'on va pas y arriver. Du coup, le but c'est de s'amuser comme je viens tous les ans à Saint-Paul, hein, donc ça va être le même. Pour moi, ça va être la même chose. Donc voilà. Après le championnat de France, je suis un peu long en championnat, donc c'est juste comme un entraînement pour moi pour le mondial et garder un peu de roulage pour la saison, quoi. Tu parles beaucoup de mondial et de plus en plus régulièrement, ça veut dire que l'objectif sportif pour toi, c'est ça reste le mondial et si possible, dès l'année prochaine ou va d'abord falloir confirmer en championnat de France? Non, moi je me focalise plus sur le mondial et après voilà, depuis la chute, j'ai mis un peu le France de côté parce que l'autre fois j'ai loupé la troisième manche championnat de France à Rouen. Donc non, j'ai mis un peu championnat de France de côté, mais me focaliser plus sur le mondial. L'objectif en mondial, vu le niveau, parce que ça déboîte hein, quand même là-bas. Ouais. Un top 10, c'est déjà un truc qui est très solide. Hein. Ouais, un top 10 au scratch, c'est vraiment bien parce que voilà, c'est ma première saison que je fais au complet au mondial, donc non, je suis vraiment content. Et après voilà, moi cette année c'est d'aller chercher le titre rookie, mais avec la chute que j'ai eu à Bousca, ça va être un peu compliqué je pense, mais faire un podium en rookie ça serait pas mal cette année quoi. Venez profiter des promotions chez ODR D2S Car Audio au Tampon. ODR D2S Car Audio, c'est la vente et l'installation audiomobile pour votre voiture. ODR D2S Car Audio, c'est les plus grandes marques Pioneer, Hertz, Soundstream, SP Audio. Le vol de voiture n'arrive pas qu'aux autres. Il serait dommage que votre voiture parte sans vous. Protégez votre voiture avec nos alarmes Vodafone Cobra. Devenez les maîtres du stationnement avec nos radars de parking avant et arrière Metasystem et Cobra. ODR D2S Car Audio avec plus de 20 ans à votre service. Retrouvez-nous sur notre site www.autoradio.re. ODR 80 rue Martinel-Lacet au Tampon. Contact 0692 874 510. Motors, l'interview. Allez, on reçoit Damien d'Orseuil qui, pour la petite histoire, beaucoup d'entre vous ne le savaient pas encore, mais le garçon, contrairement à ses copains du top 5, ne roule pas au super éthanol. Tout à fait, on est toujours à la TBX7 et ça fonctionne très bien comme ça. La voiture marche bien. On le voit d'ailleurs, même sur les spéciales en montant, on est dans un très bon rythme, donc ça c'est top. Alors, le super éthanol, pour que les auditeurs comprennent bien, c'est pas uniquement faire un carburant différent parce que c'est nouveau. Il y a un vrai delta, hein. On l'estime aujourd'hui sur votre type de voiture en Rallye 2 à 10-15 chevaux de delta quand même. Hein. Ouais, voilà, après ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que ça nous permet on sait qu'on a toujours cette marge
sous le coude. Donc si vraiment demain on veut gagner encore un peu de perfo, on peut toujours choisir cette option-là. Mais pour l'instant, on voulait, comme j'avais dit, on voulait faire 100 pour voir où est-ce qu'on se situait. Alors l'autre avantage du carburant dit traditionnel, c'est que vous avez des arrivées de puissance et des montées en régime réputées plus franches qu'avec le super éthanol. Alors là, ça, je t'avoue que je connais pas tous les détails techniques, j'en ai aucune idée. Par contre, tout ce que je sais, c'est que je pense que l'idée, c'est vraiment pour nous d'exploiter au maximum la configuration actuelle avant de passer à autre chose. Alors on a vu au cours de l'épreuve pas une modification des hiérarchies, mais les choses se sont décantées, je serais tenté de dire, alors que devant, ça a toujours roulé sur un rythme infernal. Certes, tu es passé à travers par manque de compréhension du fonctionnement intrinsèque de Petite France. Pour le reste, ça a roulé très solide, c'était pas une balade. Ouais, en effet, je trouve que notre rallye est très solide. Dans un sens, c'est vrai que Petite France, on est passé à travers, mais au moins on a su sacrifier en guillemets cette spéciale. Voilà, j'étais pas à l'aise, donc plutôt que de forcer, de faire n'importe quoi, on a préféré être à l'arrivée et se concentrer, privilégier les autres spéciales où j'avais une base de réglage connue, où je me sentais à l'aise. Je pense que pour Petite France, ce qui aurait été bien, ça aurait été d'avoir un ingénieur sur place. Comme les autres du top 5. Je pense qu'on était les seuls là, du top 4-5 sans 20G. Et la spéciale était tellement différente des autres qu'à mon avis, il aurait fallu vraiment adapter la voiture pour cette spéciale. Et je pense que c'est là-dessus qu'on a pêché un peu. Après, on avait voulu faire venir un ingénieur, mais il n'était pas disponible. Donc après, c'est comme ça. Je pense que on aurait été. Après, c'est une question de confiance. Encore une fois, je pense que si la voiture était aux petits oignons pour Petite France, j'aurais été plus en confiance et par conséquent, j'aurais pu mettre plus d'engagement et faire un meilleur chrono. Bon, et puis on va pas se voiler la face, on va être très clair et très cash. Il me semble me souvenir que sur cette spéciale des Hauts-de-Saint-Paul, alors certes, cette année c'était une variante, l'année dernière tu t'étais fait une jolie chaleur sur Tête Dure. Ouais, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte, bien sûr. Moi je marche beaucoup à la confiance et au psychologique. Donc en toute honnêteté, j'avais encore ma sortie de l'année dernière dans la tête. Donc je pense que l'ensemble de tout ça fait que on était dans un faux rythme, on était en dessous, clairement. On va pas étudier spécial par spécial, ça c'est de ton boulot directement avec ton équipe. Néanmoins, tes 3 temps scratch sont signés sur des profils relativement équivalents. C'est vraiment typé course de côte où ça demande une précision absolue. Ça veut dire freiner au bon endroit, déclencher une glisse, avoir les roues qui sont parfaitement droites au niveau de l'apex de la courbe. 3 bancs et monter panon, il y a quand même un point commun. Alors, bien évidemment, problème de pop-off de Réan dans 3 bancs. On se doute bien que sur montée panon, premier et deuxième passage, il assure un petit peu de spectacle pour les spectateurs. Cela n'enlève rien à ta performance en regard des autres concurrents. Oui, d'autant plus que 3 bancs, on bat quand même le temps de Réan de l'année dernière en C3. Donc ça en fait le record, donc ça veut dire que le rythme était super bon. Montée panon 1, je pense que Réan, il est quand même... il fait peut-être un peu de spectacle dans les épingles, mais on lui met quand même 5 ou 6 secondes, donc je pense que même si il est à l'attaque et tout, je pense qu'on est quand même devant, peut-être pas pour grand-chose, mais on est devant quand même. Ouais. Et puis on fait le record également, on améliore son record de 2023 de 3 secondes. Déjà sur ces 3 Donc montée panon 1, c'est un bon temps dans tous les cas. Après, comme tu dis, par rapport aux autres, on est vraiment bien dans celle-là. Moi, ce que j'analyse, comme toi, donc en effet, c'est des spéciales en montant où on est sur la recherche d'efficacité et de précision permanente. Et moi, j'adore ça. C'est vraiment aller chercher la motricité, le point de freinage parfait pour obtenir le meilleur point de corde, la meilleure réaccélération. Et aussi, ce que je prends en compte, c'est que en montant, j'arrive beaucoup plus facilement à trouver la confiance pour aller freiner tard et m'appuyer comme il faut. Chose qui est plus compliquée pour moi dans les descentes, où là je pense que l'expérience de Réan à haut niveau, pour garder de l'élan, et puis même au niveau de la précision des notes, je
pense qu'il fait la différence plus là-dessus, ouais. Mais en montant, c'est gommé. Cela dit, Notre-Dame, bon, c'est vrai que c'est une spéciale connue. Notre-Dame, tu viens pas cueillir des fraises non plus. Hein. Notre-Dame, notre écart au kill est très intéressant par rapport à Réan. Ouais, même si c'est en descente, la route est quand même large. C'est pas mal à vue. Donc, ouais, je pense que c'est un profil qui me plaît quand même parce que... C'est intéressant, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, Damien, parce que là, on ne parle pas d'efficacité en termes d'approche de pilotage pur, mais vraiment de niveau de confiance, de perception de la vitesse. Ouais, et puis ce que j'allais dire, c'est que Notre-Dame, il faut vraiment exploiter toute la route, c'est typé circuit, et ça, c'est des choses que je sais faire. Petite France, c'est tout l'inverse. Le chemin est étroit, il n'y a pas trop de grippe, ça bouge de partout. L'idée, c'est vraiment de rester... au milieu de la route sans forcément aller chercher les trajectoires et sans aller toucher quoi que ce soit à droite ou à gauche pour éviter une crevaison. Et ouais, c'est pas le type de spécial que j'affectionne particulièrement. Bon, globalement, c'est quand même un super tour auto. Alors certes, une P2, c'est pas la victoire, mais il y a pas à rougir. Quand on finit à l'arrivée à 0,53 au kill d'un bonhomme comme Réan, c'est vraiment solide, hein. Ouais, on est très très content de cet écart global sur l'ensemble du rallye. Si on pousse un petit peu plus loin l'analyse, je pense que dans l'absolu, on est aux alentours des 0,3, 0,4 au kill. Si tu enlèves Petite France. Intéressant. Ouais, en enlevant Petite France, en enlevant le temps forfaitaire d'Arôme qui est à notre désavantage, je pense qu'on se retrouve dans l'absolu, on est à 0,3, 0,4 au kill. Un peu comme dans Notre-Dame. Dans ces eaux-là. Donc, ouais, c'est hyper intéressant parce que, Réan, c'est du très haut niveau. Hein. Donc, on regarde sur ceux que tu vas rencontrer dans les années qui viennent, et puis c'est un tiercé de ces trois. Hein. Nazim Bangui est toujours là, même s'il a été confronté à des problèmes de frein. Puis Jonathan, on le sent monter en puissance, hein, pas forcément de façon très régulière, mais le potentiel est là. Hein. Ouais, écoute, ce qui me rassure, c'est que j'étais un des premiers à le dire en début d'année, quand j'ai vu que Nazim et Jonathan allaient venir en C3. J'étais le premier à dire qu'ils allaient être dans le match, tôt ou tard. On s'en souvient bien, c'était chez nous. Ouais. Voilà, c'est le cas, et je suis vraiment pas étonné ou surpris. Et à l'avenir, oui, ça va être là-bas, ça va être les deux qui vont jouer les premières places, ça c'est clair et net. Après, nous, tant qu'on est là, on essaiera de répondre présent pour se battre avec eux, en compensant un peu avec l'expérience, etc. Et puis ouais, c'est un bon challenge d'essayer de battre ces gars-là, c'est clair. Motors, le programme. Direction la Finlande ce week-end pour la deuxième manche du diptyque nordique sur terre rapide. Anciennement baptisé Rallye des 1000 lacs, le rendez-vous de Jyväskylä demeure l'une des épreuves les plus mythiques du championnat du monde. Les routes forestières finlandaises extrêmement rapides sont ponctuées des célèbres jumps. Ces jumps, ces bosses qui propulsent régulièrement les voitures à plusieurs dizaines de mètres avant de reprendre contact avec le sol, parfois de façon assez rugueuse, le tout à des vitesses folles. Cette 10e manche du WRC débutera jeudi soir par une courte spéciale spectacle de 2,58 km avant une entrée immédiate dans le vif du sujet vendredi avec la plus longue étape du rallye. Samedi conservera un format dense avec 4 spéciales différentes disputées à 2 reprises. En revanche, le dimanche rompra avec cette logique habituelle en proposant une seule spéciale de près de 30 km quand même, parcourue 2 fois, la seconde évidemment servant de Power Stage. Un final particulièrement exigeant où une seule erreur pourra coûter très cher, tant au classement général qu'au championnat. Au total, les équipages devront parcourir 316 km chronométrés répartis sur 20 spéciales empruntant 10 secteurs différents. Au championnat, les écarts continuent de se réduire et la lutte pour le titre se concentre désormais entre les ténors de Toyota. Dans ce contexte, chaque point paraît encore plus important avant la pause estivale qui précède 2 manches sud-américaines. Motors. Direction l'île Maurice également ce week-end pour la 3e manche du championnat national des rallyes. L'île Sœur continue de cultiver sa singularité avec un plateau composé de voitures parfois inhabituelles au regard des standards européens, mais qui offre des confrontations particulièrement denses. En cette mi-saison, l'objectif reste le même pour tous, grappiller le moindre dixième de seconde dans une lutte permanente contre le chronomètre.
Comme le veut la tradition, les vérifs se dérouleront vendredi à Bagatelle, avant un programme très original. Samedi soir, les concurrents effectueront 5 passages en nocturne dans la spéciale de Bassin Blanc à partir de 19h55. Dimanche, changement de décor avec 5 nouveaux passages, cette fois dans la spéciale de nouvelles découvertes. Un format concentré qui laissera finalement peu de place à l'erreur. Motors sera également présent sur place pour recueillir les impressions des équipages et vous faire vivre cette 3e manche au plus près de nos cousins mauriciens. Motors. Enfin, ce sont les vacances pour beaucoup, direction le bac à sable. C'est en effet à Lommel que la caravane du MXGP pose ses bottes le week-end prochain. Pas de pelle ni de saut pour les pilotes, mais plusieurs enjeux à suivre avant même les courses de dimanche. Les frères Konen sont réputés redoutables dans le sable et évolueront à domicile avec une fierté nationale à défendre. Leur état de forme reste néanmoins une interrogation après leur dernier voyage chez les Américains, puis le Grand Prix de Grande-Bretagne à Fox Hills. Mais ne comptez pas sur eux pour chercher la moindre excuse, ce sont de purs warriors. Face à eux, Jeffrey The Bullet Teirlinks reste un véritable ocre sur cette surface en MXGP, tandis que Guilhem Fares aborde ce rendez-vous porté par 4 victoires consécutives en MX2. Autant dire que le sable de Lommel pourrait réserver de sacrées explications, bien plus passionnantes que de simples châteaux de sable. Close your eyes. Voilà, c'est déjà la fin de ce 18e épisode de Motors. Merci à Damien Dorseuil, Gilles Dijoux, Patrick Bellus et Raphaël Payette d'avoir pris le temps de partager leur expérience et leur regard au micro de l'émission. Merci également à vous d'être toujours plus nombreux à nous accompagner ici à La Réunion, comme partout d'ailleurs sur la planète où les sports mécaniques se vivent avec la même passion. Partagez-vous ces links autour de vous, c'est le meilleur moyen de faire découvrir Motors et de soutenir cette aventure, elle réellement indépendante. On se retrouve au prochain épisode pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité des sports mécaniques. D'ici là, prenez soin de vous et profitez pleinement du spectacle.